Et voilà que par miracle, notre mot d'ordre fut compris et exécuté. Et dans 6 mois, dans 1 an, le problème juif sera résolu, non seulement à Montréal, mais d'un bout à l'autre de la province. De juifs, il ne resterait plus que ce qui pourrait subsister entre soi. Le reste aurait déguerpi, se serait forcément dispersé, pour chercher sa vie en d'autres occupations que le commerce. Lionel Groulx, L'Action nationale, avril 1933. J'enseignais dans un cégep, le cégep FX Garneau à Québec. Et je donnais un cours sur les idées politiques au Québec. Alors, arrivé aux années 30, j'ai commencé à me rendre compte que il y avait probablement eu beaucoup plus d'antisémitisme et que le fascisme avait été bien plus prévalent que ce qu'on en disait. Mais il y avait de louables et très considérables efforts pour pousser la poussière en dessous du tapis. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une thèse de doctorat sur ça, sur le fascisme au Québec dans les années 30 et l'antisémitisme. Les esprits faibles qui croient à la démocratie, comme ils ne croient ni à l'Église ni au Christ, n'éprouvent qu'horreur pour le fascisme, quelque forme qu'il revête. Il n'empêche que certains peuples sont bien heureux qui, à cette heure, retrouvent par cette forme politique la plus magnifique renaissance. Au pays de Mussolini, pour ne parler que de celui-là, il verrait comment un vrai chef d'État s'y prend pour inculquer à une nation mourante, décadente, le goût, la passion de la grandeur de la résurrection. Lionel Groulx, L'Action nationale, mai 1937. Au début, avant la guerre, je me souviens, moi, qu'on parlait à table avec beaucoup d'admiration de Mussolini, par exemple, qui avait asséché les marais pontins, hein, quelle merveille, et qui avait signé un concordat avec l'Église, c'était bien important pour nos maîtres jésuites. Alors, tout ça faisait que des types comme Mussolini étaient mis sur un piédestal, sans parler évidemment de ceux de Salazar puis de Franco, qui eux étaient portés au nu, hein, ils n'étaient pas mis sur les autels, mais pas loin. Alors, je commence, je me suis tapé les 3650 exemplaires du Devoir qui ont paru de 1929 à 1939. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une manne, qu'au contraire, loin de ne pas avoir assez d'articles, mais j'en avais bien trop. Bien trop. J'en avais une pléthore. J'ai fini par ramasser 1007 articles. Georges Pelletier, directeur gérant du Devoir, 17 avril 1937. À un Canadien qui lui disait « Mais les Juifs de France ne sont-ils pas devenus tout à fait des Français à cause de la part qu'ils ont prise à la guerre dans vos armées mêmes ?» Un professeur du Collège de France, dépourvu de tout préjugé de race, qui venait de parler avec éloge de quelques grands Juifs de son pays, répondait « Les plus intelligents et les plus dénués de passion raciste ont beau faire, ils restent tout au fond juifs. Leur esprit ne saisit plus, ne voit plus, ne comprend plus comme un esprit français, voire un esprit de formation chrétienne. » Je voyais bien que les réactions des professeurs n'étaient pas très enthousiastes ou très... Moi, je trouvais que c'était très intéressant ce que je faisais. Et ça, c'était reconnu. Ils me disaient toujours « Ah, c'est intéressant. Ah, mais c'est dangereux. Tu sais, il ne faut pas parler de ces choses-là. » Tout le monde était très conscient. Jusqu'à temps qu'un professeur me dise, très gentiment d'ailleurs, il dit « Tu sais, il dit, vous... non, il me vous voyait. Il dit « Vous rendez-vous compte que vous êtes en train de commettre un suicide professionnel? Le saviez-vous? » Madame Delisle a fait une étude de plus d'un millier d'articles, comme je disais, du Devoir, et une série d'articles qui a contribué, si l'on veut, à tenter de soutenir sa thèse à l'effet que le Devoir était antisémite. Ben, ça a été tiré d'une chronique. Beaucoup plus d'une chronique, si vous voulez, que des pages éditoriales du Devoir, c'est-à-dire la fameuse chronique du Grincheux. Le Devoir, carnet d'un Grincheux, 19 juillet 1934. En France,
Ossovitch devient Osso. Ici, Karachniski s'abrège en Caron. Les Juifs donnent à leur nom une ligne aérodynamique. Si tous les Israélites prennent des noms canadiens-français, le taux de la criminalité va baisser chez eux. Observation d'un philosophe. Si les Juifs nous volent nos noms, c'est qu'ils ont une valeur. C'est la seule qui nous restait. Cette chronique était considérée comme une espèce de chronique d'humour noir. Et c'était pas signé. Comment peut-on soutenir une position éditoriale aussi sur un sujet aussi grave que l'antisémitisme lorsqu'on ne peut avoir de sources plus solides? Chaque jour, il y a un éditorial antisémite. Il y a une caricature antisémite en première page du Devoir. Il n'y a pas beaucoup plus à première page. Et vous me dites que le journal n'est pas antisémite. Et ça dure pendant des dizaines d'années. Jusqu'où pouvez-vous aller dans l'invraisemblable? Mais Le Devoir avait été fondé pour éduquer les Canadiens français. Ah, moi, je me disais une chance qu'il ait échoué, hein? Parce que qu'est-ce qui se serait passé s'il avait réussi? Mais ma parole, on aurait eu un pogrom. Ça dépasse l'entendement. Sale, métèque, circoncis, criminel, malades mentaux, déchets des nations. Ça, c'est tartare infecté de sémitisme. Ils sont sales, ils ont des gros nez croches, ils ont les doigts crochus, ils sentent mauvais, ils habitent des ghettos pouilleux, ils vont déclencher une deuxième guerre mondiale, puis il faut tous les déporter vers la Palestine. Ça, c'est Le Devoir. Des années 30, précisons. Le Devoir, 7 février 1930. Nous ne nous sommes pas aperçus en Amérique du déclin du jazz. Ma science musicale est peu sûre, mais il me restait dans la tête que le jazz devait être d'origine nègre. J'ai donc communiqué avec mon bon ami Fred Pelletier, qui dissipe mes doutes. Le jazz est d'invention nègre. Plus tard, il fut modifié par des auteurs américains, notamment par le juif Berlin. C'est donc un cocktail de nègres et sémites. Je n'aime pas, moi non plus, cette cuisine. N'oubliez pas que l'antisémitisme est né avant Groulx. Et que l'antisémitisme n'est pas nécessairement seulement au Canada français. Et que l'antisémitisme qui est au Canada français, c'est un antisémitisme qui est porté à se refermer sur son seul et propre problème. Allons-nous survivre comme Canadiens français? Alors, dans l'antisémitisme, très souvent, il y a la peur de l'autre. Et quand l'autre apparaît puissant, on a 2 fois plus peur. Anatole Vanier, Ligue d'action française, Montréal, 1923. Ce qu'il nous faudrait, ce serait un Édouard Drummond qui promena une loupe dans tous les coins du Québec où les Juifs s'agitent. Le commerce, l'industrie, les banques, la finance, les professions libérales, la politique, les salons, etc. Nous verrions tel marchand israélite de Saint-Gabriel-de-Berthier encaisser fort sérieusement l'argent que de bonnes campagnardes vont lui porter en passant devant les magasins de leurs propres compatriotes. Nous verrions aussi, et sans doute avec stupéfaction, le même juif s'amuser avec les membres de sa famille, des mêmes femmes qui vont s'agenouiller le soir devant la statue du Sacré-Cœur élevée sur la place de l'église. Et quand le Juif arrive ici et qu'il prend en main l'économie du vêtement, je ne suis pas économiste, là, je donne des exemples qui sont peut-être très gauches, mais je les donne quand même, ils ont peur. Et là, M. Vanier, qui lui est, je crois, penche vers l'économie, lui dit, il ne faut pas qu'il vienne, il s'empare de tout. Discours d'Alfred Rouleau cité dans l'Action catholique du 13 août 1943. J'invite les citoyens qui ont encore un peu de conviction et d'indépendance à monter sur l'estrade, notamment les propriétaires, car il n'y a pas de gêne, vous êtes chez vous. La construction de la synagogue a été une impolitesse. L'achat chez nous est la seule façon de réagir, et j'adresse aux autorités de l'hôtel de ville qu'avant de sauver les droits des minorités, ils doivent garder l'intérêt de la majorité installée ici depuis 300 ans.
Quand j'étais jeune, moi, pas mes parents, mais les voisins nous pointaient et nous disaient, non, tu ne vas pas à ce magasin-là. Ici à Québec, il y avait un magasin qui s'appelait Mozart Limité. Il y avait H, Solomon H. Il y avait plusieurs magasins comme ça, et Pollack. C'est incroyable, hein? Bon, le fameux magasin Pollack. Alors, dans le village où j'étais, enfin, la petite ville qui était Sillery, on nous disait, ou on nous demandait, t'as pas acheté ça chez les Juifs, à quelque part, à un moment donné, tu sais, c'était, bon, il y avait une consigne. La Ligue des marchands canadiens, mai 1935. S'il vous arrive d'acheter du pain qui a été fabriqué par un juif, ne le mangez pas avant d'avoir examiné scrupuleusement chaque tranche. Si vous voyez des petites taches noires dans ce pain, ne le portez pas à votre bouche. Ces petites taches noires sont des coquerelles écrasées. Les boulangeries juives font métier d'élever de ces petites bestioles. Elles pèsent plus que la farine et elles ne coûtent rien. Achetez toujours votre pain de boulanger chrétien, qui fabrique du pain chrétien pour les chrétiens. Mais ça a échoué. Ça n'a jamais marché. Si la masse des Canadiens français était tellement antisémite, mais ça aurait été un succès retentissant. Je ne dis pas que ça n'a pas marché jusqu'à un certain point. Il y a sûrement eu des endroits où il y a eu des commerçants juifs boycottés, mais ça n'a pas été un mouvement massif général. Maurice Pollack n'a pas fait de faillite. Pourtant, il y avait une pléthore de curés dans la ville de Québec qui disaient tous les dimanches qu'il ne fallait pas acheter chez Maurice Pollack. Ah, mais tel que je pense que j'ai appris à connaître la mentalité du temps, les gens devaient dire « On n'ira pas. On n'ira pas. » Il sortait puis il y allait. Il disait une affaire au curé puis il en faisait une autre quand il sortait de l'église. Tu sais? Alors, et ça montre bien l'immense division, la division très, très profonde qu'il y a au Québec entre une petite classe de l'intelligentsia, ce que j'appelle des fois de l'intelligentsia, et le reste de la population. Donc, le scandale a été dans ce petit groupe-là. Et je crois que le pire péché, c'est qu'elle touche inconsciemment à un mythe de l'histoire officielle, qu'un certain nombre d'élites intellectuelles étaient franquistes, pétainistes, comme si c'était beau d'être franquiste ou pétainiste, mais pas hitlérien. Ce n'est pas vrai. Les gens qui entouraient le chanoine Groulx étaient pro-Adolf Hitler. Esdras Mainville, l'Action nationale, octobre 1935. Ce que nous voulons, ce que veulent les directeurs de l'Action nationale, ce que veut M. l'abbé Groulx, notre maître à tous, c'est assez simple en vérité. Si les nationaux-socialistes entendent remettre en honneur, sauver, cultiver, exalter même tout ce qui est allemand, s'ils entendent ramener l'Allemagne à ses traditions et à son esprit, lui restituer la conscience de soi-même, le sens de son génie propre, la foi dans ses destinées, s'ils entendent lui rendre sa dignité, sa fierté, son indépendance, sa joie de vivre la vie allemande, alors ils font une œuvre saine, une œuvre d'intelligence et de volonté. Ils donnent ainsi l'exemple à bien d'autres peuples. Je veux espérer que j'interprète justement leurs intentions. Ce qu'en 1933, Gonzague de Reynold ne faisait ainsi qu'espérer d'Hitler et de ses chemises brunes, il aurait pu dès lors, il pourrait encore aujourd'hui l'écrire en toute vérité de M. l'abbé Groulx et des directeurs de l'Action nationale. Esdras Mainville, que j'ai très bien connu, est un homme très affable, très pacifique, patriote, mais pas aussi illuminé que Groulx. Que Esdras Mainville écrit ça, il n'est pas possible que cet homme-là puisse penser à notre manière aujourd'hui. Mais il l'a écrit. Et c'était justement au tout début une pensée qui circulait. L'Action nationale, Groulx, Mainville, Maxime Raymond, tous ces gens-là sont ensemble. Et ils pensent que Hitler va donner aux Allemands, vous savez, l'Allemagne, pour nous, c'était la patrie des musiciens, Bach, tout cela, qui va donner enfin à l'Allemagne une splendeur, de sorte que ça deviendra un pays extraordinaire.
C'est un peu comme quand tu as une tante dans la famille qui est pas tout à elle, qui est un peu coucou, tu sais, qui est un peu folle. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. On ne parle pas de la tante ou de l'oncle. Ça, c'est le squelette dans le placard. Hein? Bon. Et là arrive soit une étrangère à la famille, ou encore pire, quelqu'un de la famille qui se met à crier sur tous les toits que ma tante est folle. Il y a une tante folle dans la famille, il y a une tante folle dans la famille, il y a une tante folle dans la famille. Tout le monde, tous ces gens-là le savaient, mais il ne fallait pas le dire. Le Devoir, 21 avril 1933. L'Assemblée des Jeunes Canada au Jésus hier soir a été fort réussie. La grande salle était tout à fait pleine et bon nombre d'auditeurs qui n'avaient pas pu y trouver place sont restés dans l'entrée où l'on avait installé un haut-parleur. Monsieur Pierre Dansereau, président de la Réunion, en a expliqué l'objet dans une alerte allocution. Cette question juive est beaucoup plus grave qu'elle n'apparaît au premier abord. Les difficultés que nous avons eues à organiser la présente assemblée ont servi à nous donner une idée plus nette encore de la puissance juive à Montréal. Or, ceux qui nous gouvernent, mesdames et messieurs, n'ont pas craint de se prononcer ouvertement en faveur des Juifs il y a quelque temps, en faveur d'une supposée persécution en Allemagne par-dessus le marché. Ils n'ont pas craint d'engager la parole de la ville, de la province, de tout le Canada dans un vote auprès des autorités allemandes qui font du tort à la plutocratie juive. C'est donc que l'élément juif représente au Canada une puissance plus forte que la voix du sang. Nous avons suivi et nous avons été soutenus dans cette déclaration antisémite par beaucoup de gens anglophones comme francophones. Les Juifs étaient responsables de nos malheurs financiers et autres. On a accepté cette... on a pris cette trompette-là. On a eu un succès énorme qui nous a fait réfléchir par la suite. Et aucun d'entre nous, que je sache, certainement pas Laurent Deau ni moi, n'avons persisté. Nous avons été assez tôt, quelques années plus tard, à répudier cette erreur de jeunesse. Mais on nous présentait au point de vue politique, dans les universités comme ailleurs, l'alternative Rome ou Moscou. Alors le communisme était à rejeter de toutes les façons possibles. Et quelle meilleure défense contre le communisme que le fascisme? Discours de Camillien Oud, cité dans Le Devoir du 8 février 1939. Si la guerre éclate, et cette éventualité semble de plus en plus prochaine, et que l'Italie combatte l'Angleterre, la sympathie des Canadiens français de la province de Québec sera pour l'Italie. Nous, Canadiens français, sommes des Normands, non des Latins, mais nous avons été latinisés avec les années. Les Canadiens français sont fascistes de sang, sinon de nom. Les Latins ont toujours été favorables aux dictateurs. Au temps des Romains, quand on n'avait pas de dictateur, on en élisait un. Or, les Canadiens français ont toujours vécu sous un régime de dictature. Quand ils vinrent au Canada, c'était sous le régime de Louis XIII. Vint ensuite Richelieu, dictateur et cardinal tout à la fois, ce qui le faisait dictateur absolu avec pleine autorité pour disposer des communistes de son temps. Si on fait un portrait de l'antisémitisme dans les années 30, allez voir ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait dans le reste du Canada. Les Canadiens français n'est peut-être pas plus anti-juifs que ne l'étaient les gens de l'Ontario, des provinces maritimes ou de l'Ouest. C'était une attitude très répandue.
The Canada of the 1930s and 40s would be entirely unrecognizable to Canadians today. It was a country that was xenophobic, nativist, anti-Semitic, and racist. And Jews were at the bottom of the heap. They were the pariahs of Canadian society. There were quotas, there were obstacles put in the place of Jews. They couldn't get jobs in various professions. There was not one Jewish professor in the entire country. The principal of McGill University talked about McGill University being the Yeshiva University of the North. And this was a real fear. It was not a pleasant experience for the Jews of English Canada in the 1920s and 30s. Mackenzie King was an anti-Semite. He could deal with Jews as individuals, as he would put it. Some of his best friends were Jewish, but he couldn't deal with them as a group. Allowing them into Canada, he felt, would cause bloodshed in the streets, particularly in Quebec, and would cause problems of unity. So in the end, Mackenzie King and his government made sure that Canada had the worst record of any immigration country, of any Western country, in keeping Jews out of Canada. Résolution municipale contre l'immigration. Monsieur le Premier ministre, considérant qu'un comité juif disposant de forts capitaux s'est formé à Bruxelles dans le but de faire immigrer en Amérique et particulièrement au Canada et en Argentine les centaines de milliers de Juifs que l'Allemagne juge indésirables. Considérant que parmi ces immigrants se trouve une forte proportion de communistes et d'antichrétiens. Considérant qu'il est prouvé que dans tous les pays et dans le nôtre, un grand nombre de chefs communistes se recrutent chez les Juifs. Considérant que notre pays doit rester chrétien et tout faire pour détruire les ferments communistes. Les conseillers de cette municipalité prient le gouvernement du Canada de tenir les frontières de notre pays strictement fermées à toute immigration non chrétienne et à toute immigration d'où qu'elle vienne. Albert Chrétien, maire. So the anti-immigrant crusade, and it was a crusade, was led by the Saint Jean-Baptiste Society, by the church, and by their organ, which was Le Devoir. Le Canada français est resté fidèle. Voilà le thème de la parade de cette année. Le Canada français est resté fidèle à ses origines, à sa foi, à sa langue, aux leçons de son histoire. Il est resté fidèle plus que jamais aux enseignements de son patron, Saint Jean-Baptiste. Montréal, le 31 mars 1936. À toutes les sociétés Saint-Jean-Baptiste des provinces de Québec, de l'Ontario, Winnipeg-Saint-Boniface, etc. Les journaux ont signalé à l'attention du peuple canadien que des immigrants juifs, chassés de l'Allemagne, pénètrent en grand nombre au Canada. Chaque association devrait faire de vives représentations au gouvernement fédéral à ce sujet. Il convient aussi d'inviter les municipalités à agir dans le même sens, d'inviter également les maires des villes et des paroisses que traverse ou longe la voie ferrée, afin qu'ils surveillent les trains et qu'ils signalent à ceux qui dirigent le mouvement s'il s'y trouve des immigrants juifs. Votre dévoué Alphonse de La Rochelle, chef du secrétariat, Société Saint-Jean-Baptiste. Mais tout ça est à rejeter, sauf de la mémoire. Il faut le rejeter, sachant que ça a déjà existé. Mais il ne faut même pas chercher à gratter, dire oui, mais par ailleurs, cependant, tout s'en va au panier. And we start from scratch. Et on recommence à zéro. Sachant que ça existait, cependant. Alors, voilà, moi, ce que je réponds à tout ça. Ça m'a fait à moi, mon cher. La référence au train, là, vous voyez ce que le train peut vouloir dire dans le conscient et dans l'inconscient d'un Européen et d'un Occidental. Ça m'a fait à moi dresser les cheveux sur la tête. Il faut le faire, compte tenu de mon système capillaire. Cet homme dont on a voulu faire le chanoine Gros un héros de la pensée québécoise est un importateur de conceptions minoritaires d'extrême droite, païen, raciste, importé de M. Charles Maurras de France. Tout paraît impossible ou affreusement difficile sans cette providence de l'antisémitisme. Par elle, tout s'arrange, s'aplanit et se simplifie. Si l'on était antisémite par volonté patriotique,
on le deviendrait par simple sentiment de l'opportunité. Charles Maurras. Quand j'étais étudiant à Paris, à la sortie de l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement, avec des copains, on vendait l'Action française. Moi, j'ai été membre de l'Action française quand j'étais étudiant. Mais je sais que même l'abbé Gros était maurassien, il n'y a pas de doute là-dessus. Charles Maurras, il a eu une influence considérable ici à Montréal. Alors, il y a du chômage, les Juifs. Il y a des grèves, les Juifs. Ça va mal, c'est le Front populaire. Léon Blum, un Juif, voilà. Dreyfus a trahi, bien certainement, c'est un Juif. Alors, Lionel Groulx n'a pas été original, il n'a rien inventé et il n'a pas été le seul à s'inspirer de l'Action française. Et il trouvait là du dynamisme, il trouvait là aussi, il avait une admiration inconditionnelle pour la culture française. Alors, ils sont ici, mais ils portent des lunettes qui fait qu'ils se croient un peu en France. Alors, ils adoptent le même vocabulaire, ils adoptent les mêmes luttes, même s'ils ne sont pas sur le même continent. Et des fois, quand on le relit plus tard, ça donne un drôle de décalage. Mais à l'époque, leur univers mental est vraiment fixé sur la France. Évidemment, pendant la guerre, au moment des événements même, les Canadiens français étaient pétainistes. Nous l'étions tous. Je veux dire, moi, j'étais un tout jeune blanc-bec de 16 ans ou quelque chose du genre, au moment où Pétain est arrivé, ou 17 ans. Et puis, ben, je n'avais aucune espèce de formation politique d'aucune manière. Alors, je lisais Le Devoir, mais je lisais les journaux, puis quand on lisait Le Devoir régulièrement, on ne pouvait pas s'empêcher de penser que Pétain était l'homme de la situation, puis pratiquement un envoyé de la Providence pour sauver la France de toutes ses misères, de toutes ses corruptions. Au maréchal, chef du peuple de France, chevalier, espoir des jours nouveaux, en toi revit de Saint-Louis la vaillance, la souvenir des preux de Roncevaux, que jamais plus la France ne chancelle, mais retournons à l'honneur ancestral comme au beau jour d'Eugène la pucelle, qu'elle grandisse auprès du maréchal, qu'elle grandisse auprès du maréchal. Ô maréchal, chef du peuple de France, chevalier, espoir des jours nouveaux. Pétain représentait lui aussi l'autorité religieuse, l'autorité morale, et lui-même avait déclaré que la défaite de la France était presque une punition de Dieu à cause des excès que la France avait faits du côté de l'émancipation par rapport à la religion et à la morale. La France de gauche ne les intéresse pas. Léon Blum, la Troisième République, pas du tout. Ça, c'est une France que la plupart, je dirais, une grande majorité de ceux qui font profession de pensée au Québec, ça ne les intéresse pas, sinon pour honnir cette France-là, la honnir, la détester, l'exécrer, vouloir l'abolir. Marcel de la Sablonnière, quartier latin, 19 décembre 1941. La France de la Révolution, de la franc-maçonnerie, de l'école laïque, la France sectaire, athée, pornographique, la France de Robespierre, de Combes, de Jaurès et de Blum, la France de Voltaire, de Renan, de Couchou, la France de Zola, d'Anatole France, de Proust et des Marguerites. C'est la France qui se renie elle-même, la France
dont nous ne sommes plus les fils et que nous ne voulons pas reproduire en nous. En effet, l'œuvre de Pétain et de son équipe replonge le génie français à la source de son baptême et aux valeurs les plus authentiques de la tradition gréco-latine. La nation française retrouve la puissance créatrice qui lui permet de s'incarner à nouveau dans des œuvres jaillissantes, de recomposer son corps social par une fusion des meilleurs éléments de son passé. Autorité ferme et stable, corporatisme démocratique, fervent chrétien. Bon, il y a un monsieur là-bas qui associe son nom, dont le nom est associé, c'est plus qu'associé, qui a été le vainqueur de Verdun, bon, très bien, qui dit « Moi, je vais sauver les meubles ». Je suis sûr que le réflexe de la plupart des gens de dire « Bon, ben voilà, c'est une bonne carte à jouer ». Mais je dirais que les réflexes, travail, famille, patrie, ça c'est beau ça au Québec, travail, la famille, la patrie, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Alors, je suis sûr que simplement, par les résonances un peu superficielles, comme ça, vous avez eu des réflexes qui, globalement, poussaient les gens dans ce sens-là. Henri Bourassa, fondateur du Devoir, 29 octobre 1941. Si on a le bon sens d'essayer de régler les affaires de l'Europe et du monde après la guerre actuelle, je pense que la France de Pétain, l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar, même l'Italie de Mussolini, exerceront une influence salutaire pour le monde. Mais ce qui a sauvé le Québec, c'est qu'il y avait justement seuls les gens soi-disant éclairés lisaient le Devoir. S'il avait fallu que la masse des gens lisent le Devoir, mais moi je pense que la situation aurait été 1000 fois pire. Tu lis le Devoir là, tous les jours, pendant 10 ans, tu es convaincu que les Juifs, 1, veulent détruire le monde, 2, veulent détruire le Québec. Je n'ai jamais été moi-même témoin de manifestations antisémites, sauf durant une manifestation anticonscriptionniste en 1942 qui a dégénéré en manifestation antisémite, rue Sainte-Catherine. On a brisé les vitrines des petits commerçants dont les noms laissaient à penser qu'ils pouvaient être d'origine juive. Le Devoir, 12 février 1942. Lorsque l'Assemblée se termina, à une heure encore assez peu avancée, les manifestants tentèrent de nouveau de gagner la rue Saint-Laurent, qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre au début de la soirée. Tous criaient « En route pour la rue Saint-Laurent, à bas les Juifs, à bas la Gazette ». C'était seulement le monde qui pensait. C'était le monde qui pensait qui battait les Juifs. C'était pas les ouvriers, c'était pas les jeunes Canadiens français des écoles commerciales, c'était pas les ingénieurs, c'était pas... Non! C'était la faculté des lettres, c'était le beau monde. Dostalaire O'Leary, correspondant canadien de Je suis partout, Montréal, 1943. On me rapportait récemment le mot d'une petite fille de France à qui la supérieure d'un couvent de Québec demandait « Pétain vous a-t-il paru vieux ?» Et la petite de répondre « Pas jeune, ma sœur, mais beau, mais grand, mais fort. » Je me rappelle toujours qu'en novembre 1942, le 27e a défilé, l'armée a été dissoute. Et c'est le moment où mon père a passé dans la résistance. C'était un homme d'honneur. Et il a pensé qu'il était de son devoir de rentrer dans la résistance et de ne pas s'abaisser devant les Allemands. En fin d'année 43 et début 44, mon père est arrivé un jour à la maison, un soir, et il m'a dit le docteur Montel est l'être le plus abject que je connaisse. Je ne croyais pas qu'il soit à ce point, parce qu'il dénonce des gens à la Gestapo. Vous voyez, il y avait toute une liste, mais mon père était en tête de liste et marqué avec une annotation de la main du docteur Montel à surveiller tout particulièrement. Pour moi, le docteur Montel est un monstre et un assassin, parce que ceux qui dénonçaient les gens aux Allemands,
savait très bien, il savait parfaitement que quand il les dénonçait aux Allemands, il les menait en prison, en déportation et à la mort. Il est resté quelques jours à Buchenwald et ensuite il a été envoyé au camp de Dora, qui était un camp terrible. C'était Dora Elrich. C'est là qu'il faisait les tunnels pour les V2. Et mon père est décédé au mois de mars 1945. Québec, le 28 février 1948. Cher Monsieur Rumilly, je suis heureux d'accuser réception de la lettre que vous avez écrite au sujet du docteur Montel et je vous en remercie. Vous pouvez être assuré que je ne négligerai rien pour obtenir que le docteur Montel puisse se fixer au Canada. J'ai déjà fait les démarches nécessaires à ce sujet. Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués en notre Seigneur. Maurice Roy, archevêque de Québec. Alors, ils aident ces gens-là parce que, comme par exemple le cas du docteur Georges Benoît Montel, ils le considèrent comme un héros. Ces gens-là sont des héros, c'est leurs héros de la guerre. Même après la guerre, même après qu'on ait su ce que les Allemands avaient fait, les camps d'extermination, et même en France, ce que le régime de Pétain avait fait, surtout vers la fin, à l'égard des Juifs. Alors là, évidemment, même à ça, ça n'a pas empêché que des collaborateurs notoires soient venus se réfugier ici, puis aient pu compter sur les appuis d'une élite nationaliste de l'époque. Ces collaborateurs nazis-là viennent à représenter les convictions de ceux qui les accueillent et de ceux qui vont les aider à demeurer ici. Texte de Robert Rumilly, historien. Le docteur Georges Montel, chirurgien éminent, était pendant la guerre médecin-chef de l'hôpital d'Annecy. Comme personnalité éminente de la région, il avait été nommé d'office adjoint au maire par le gouvernement du maréchal Pétain. Au moment de la libération, le docteur Montel a été averti que les communistes venaient s'emparer de lui et sans doute l'exécuter sommairement. L'Université Laval l'a engagé comme professeur. Recteurs, professeurs et étudiants ne tarissent pas d'éloges sur lui et tiennent absolument à lui. L'Université Laval a besoin du docteur Montel et est résolue à tout pour le garder. Dans la ville de Québec, il est reçu dans plusieurs des bonnes familles de la Grande Allée, où habitait la fleur de la bourgeoisie de la ville de Québec, de la capitale. On lui fait même rencontrer le premier ministre. Alors, je vous le demande un peu, combien d'immigrants vont pouvoir se vanter de rencontrer le premier ministre en 2 temps au mouvement? Docteur Philippe Hamel, président, Comité de défense des réfugiés français, Le Devoir, 28 octobre 1948. Je connais personnellement 2 de ces réfugiés et leurs familles, le docteur Montel et le comte de Bernonville. Leur amitié m'honore. J'admire leur noblesse d'âme et leur intrépide courage. La France les accablerait-elle doublement de son mépris que je leur tendrais volontiers une cordiale poignée de main. Je suis heureux de les recevoir chez moi et de faire tout en mon possible pour alléger leur misère. Les gens pouvaient dire, et ils le disaient d'ailleurs, on le lisait dans Le Devoir, que beaucoup de ce qu'on nous racontait des atrocités allemandes était de la propagande des Alliés. Ça, je me souviens d'avoir lu ça, peut-être pas dans ces mots-là, mais c'était ce qu'on laissait entendre dans Le Devoir, que tout ça c'était un peu exagéré, puis les camps de concentration, puis les ci, les ça, ben écoutez, il faut en prendre puis en laisser, etc. Docteur Philippe Hamel, Le Devoir, 28 octobre 1948. Un maréchal Pétain en prison accable la France d'une injustice d'une telle envergure qu'il faudrait peut-être remonter à Jeanne d'Arc pour en trouver une plus grave. Pétain est resté en France pour sauver son honneur. Pour l'honneur de la France et non le sien, il eût mieux valu que Pétain demeurait à l'étranger. Pétain dans sa geôle reste grand et la vraie France voile son beau visage pour dissimuler sa honte. L'histoire n'attendra pas, comme pour Jeanne d'Arc, des siècles avant de donner à Pétain toute la mesure de sa gloire. La meilleure façon que je peux expliquer ça, c'est comme si on était dans une pièce et tous les murs étaient noirs et il y aurait une assemblée d'experts
je sais pas moi, des coloristes, mettons, ou des peintres, ou bon, même des chimistes, qui m'auraient juré que les murs étaient blancs. Et là, évidemment, tu doutes. Mais là, tu te dis, les murs, ils sont noirs. Non, ils sont blancs. Alors là, tu vas lire des livres de chimie, tu lis les grands spécialistes de la couleur, et là, tu arrives avec ta démonstration que les murs sont noirs. Mais non, ils continuent à te dire, les murs sont blancs. Ben là, à un moment donné, c'est eux ou c'est toi, mais il y en a un des deux qui a tort. Mais je me souviens que quand je suis arrivée à la conclusion, ma main tremblait un peu. J'avais peur. Je me rendais tellement compte que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas dire que ma main tremblait. Alors finalement, le jour de gloire est arrivé. Alors, je me suis présentée au pavillon Cazot de l'Université Laval où avait lieu la soutenance. La salle était pleine. Il y avait plus de 200 personnes dans la salle, lors de la soutenance. La salle était bondée. Moi, je me souviens que les arguments de monsieur Lafleur étaient « vous êtes folle, très décorum académique. Peu importe les questions qu'on posait à Mme Delire, elle s'en tenait de façon absolue, à son point de vue, à sa thèse, sans admettre quelque faiblesse que ce soit dans cette analyse, malgré toutes les questions qu'on pouvait lui poser sur sa démarche scientifique, sur la qualité de son analyse, sur la valeur, façon de parler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur là-dedans, de son instrument d'analyse, etc. Et c'était donc une soutenance, si vous voulez, d'une intransigeance, je dirais simplement déplorable. À ce moment-là, j'ai décidé, si vous voulez, d'y aller et de dire, écoutez, Mme Delisle, si vous prétendez avoir le droit de soutenir que vos locuteurs ont tenu un discours délirant, un discours fantasmatique, et etc., je pense que moi aussi j'ai le droit de soutenir que votre thèse n'est que le reflet de votre propre délire. J'ai dit, je ne suis pas folle. Et de toute manière, qui peut certifier scientifiquement que je suis folle? Est-ce qu'il y a un psychiatre? Êtes-vous vous-même psychiatre? Est-ce qu'il y a un spécialiste de la santé mentale qui peut signer un papier comme de quoi je suis folle? Non. Ni vous, ni personne d'autre. Donc, je pense qu'on devrait changer de sujet. Ça a été un silence de mort dans la salle. Vous savez, ce genre de silence qui dure à peu près, ne serait-ce que 20 secondes, c'est pas énorme. On n'entendait rien. Lorsque le président du jury, le directeur d'école des gradués, a rendu la décision du jury, tout le monde s'est levé, donc je me suis levé, mais je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise et j'ai incliné la tête en guise de deuil, de contestation. J'ai dit, je l'ai eu, oui. Puis là, j'ai donné un coup de tête. T'sais, envers et contre tous, envers et contre toutes vous autres, là, je l'ai eu. J'ai le diplôme. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais, au grand jamais, regretté ma décision. Je vis avec cette décision, je vis très à l'aise avec cette décision personnellement. Et si j'avais à réévaluer le manuscrit aujourd'hui sur les bases qui prévalaient à cette époque, c'est-à-dire les bases, c'est-à-dire les données qu'elle a fournies à cette époque, je rendrais, monsieur, la même décision. La même décision. Elle ne délire pas. Et comme je disais tout à l'heure, la langue antisémite nous choque aujourd'hui, mais c'était à l'époque assez normal. En France, avoir été battu en juin 40 a laissé une cicatrice extraordinaire. La construction d'une mémoire est une chose compliquée. Quand on a vécu une défaite et 4 ans de collaboration, c'est difficile. Les années 30, c'était le moment de l'influence maximum de l'autoritarisme et le fascisme et de l'extrême droite européenne ailleurs dans le monde. Et ça serait normal
d'explorer ces influences au Québec parce que ces influences ont existé partout. Un citoyen formé, un citoyen instruit doit reconnaître la vérité, même quand c'est pas toujours très beau, très belle. Mais la vérité a un prix. Je me souviens, à un moment donné, je m'étais écriée à une... j'étais avec une copine et on discutait et j'ai dit mais il n'y a donc personne ici qui veut savoir la vérité. Et elle m'a dit, mais Esther, tout le monde sait la vérité. Il ne faut pas la dire. Voilà tout. Il ne faut pas la dire. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour trouver ce que j'ai trouvé, que le pétainisme avait une vogue parmi un segment important de la population durant la guerre. Tout le monde le sait, mais c'est ça le Québec. Il ne faut pas le dire.